en fait, il soit bourré devant le DJ à minuit en train de dire, mais putain, c'est toi qui as créé ça, putain, génial, mec. Voilà, on veut vraiment que ça soit quelque chose de très. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Robert Spotlight. Robert Spotlight, Justine Villegrain, bienvenue dans le show. Merci Robert de m'avoir aujourd'hui dans ton show. Parfait. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, alors donc moi je m'appelle Justine Villegrain, je suis la cofondatrice de Bauhaus et la NFT Factory. Je suis aussi la fondatrice d'un logo qui s'appelle Certified Dyslexic. Et donc en fait Bauhaus, c'est donc un studio de création spécialisé dans l'art numérique et la publicité expérimentale. On a fondé ça en 2018 avec mon associé Patricia Gloom, avec l'idée de mettre en valorisation l'art numérique, et aussi on en avait un peu marre des pubs traditionnelles, et donc on voulait un peu donner un peu de peps à ça. Et donc aujourd'hui, voilà, on est spécialisé dans les NFT, dans l'art numérique NFT, mais aussi dans tout ce qui est accompagnement de marques dans la conception et la création artistique pour rentrer dans le Web3. D'accord, parfait. Bah, c'est un profil assez riche. On va essayer de parler un peu de toutes tes casquettes. Attends, c'est comment déjà? C'est Certified Dyslexic. J'ai mal prononcé, pardon. Mais en gros, qu'est-ce que tu peux dire de ça? C'est l'idée, ça Alors, s'est fait Certified, comment ouais. Alors l'idée, donc en gros, quand on a monté la boîte en 2018, donc moi je suis très dyslexique depuis que je suis toute petite, et j'étais toujours un peu perturbée du fait que c'était jamais pris en compte en fait en France. J'ai dû bouger en fait en Angleterre puis aux États-Unis pour être comprise, on va dire, par la société. Et donc en fait avec mon associé, quand on travaillait, on était des entrepreneurs, j'avais toujours un blocage d'envoyer un email. Je devais toujours demander à des gens, donc j'étais jamais en fait j'étais jamais sereine. indépendante. Ouais, D'accord. indépendante même en fait. À chaque fois, j'étais Oui. sur Facebook, qui est dispo pour me corriger des mails. Je pouvais pas envoyer mes mails, les premiers mails. Mon associée aussi, elle en avait un peu marre du coup de devoir constamment me corriger. Et je me suis dit non mais c'est un truc de ouf, il y a rien en fait qui aide. Et donc une fois, j'ai écrit une lettre à Emmanuel Macron en lui expliquant mon parcours scolaire et comment je trouvais que c'était pas normal en fait que quelqu'un comme moi ait dû partir de la France pour devoir. Je suis désolée pour le bruit, pour Non, pas de devoir souci. euh, pour devoir être comprise et être acceptée comme je suis. Et du coup, dans ma lettre, je me suis dit, on pose pas de problème sans trouver des solutions. Et donc, j'ai trouvé la solution en fait donc du logo que je proposais dans ma lettre. Et sous une non-réponse du président, je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Du coup, je vais créer le logo. Et donc, c'est comme ça que le logo est créé, et ça a créé une boule de neige suite à une première interview avec Combini. Et là, on a fait une campagne aussi avec JC Déco pour de la prévention sur la dyslexie. Ah bah, c'est nickel, c'est nickel. Bah, merci. Donc, je vois que donc, nickel, en fait, au niveau de cette explication. Et puis, je pense que finalement, en fait, ça a besoin de plus de visibilité. Que, en fait, il y a plus en plus de personnes qui ont besoin d'entendre ça et de comprendre, en fait, à quoi correspond ce logo pour finalement, en fait, plus ou moins adapter le ressenti qu'ils pourraient avoir en recevant un email, quoi. Exactement. C'est vraiment en fait d'arrêter de. Encore aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a posté quelque chose sur LinkedIn en disant voilà, en fait, j'ai toujours des commentaires sur ma façon d'écrire, et les gens font des commentaires sans savoir en fait l'handicap qui est derrière. Et donc c'est vraiment Oui, en fait pour montrer cet handicap qui est un handicap invisible, et pour pouvoir aider les gens à aller vers l'avant et continuer à avancer quoi. d'accord, nickel. Bah, merci pour avoir partagé ça. Brown House, je le prononce Bauhaus. mal. Bauhaus, désolé, je le prononce mal. T'inquiète. Bauhaus. Donc, c'est 2018. Avant 2018, qu'est-ce que tu faisais? Alors moi, je suis très jeune, j'ai 26 ans. Donc avant Ok. 2018, j'étais à l'université, et donc j'ai commencé Bauhaus à l'âge de 22 ans, 20, ouais, de Ok. 22 ans. Et donc avant ça, j'étais à une université qui s'appelle Parsons School of Design. Et voilà, j'étais une artiste qui faisait de la projection mapping, et, euh, et qui travaillé dans la production. Donc, j'ai toujours été intéressée par la production audiovisuelle. J'ai fait mes premiers stages dans la pub. Et voilà, ça a toujours été un truc qui m'intéressait, de dire aux gens quoi acheter, mais d'une D'accord. manière intelligente. Donc, c'est pas achète ce dentifrice, c'est achète ce dentifrice, mais aussi réfléchir à des choses qui vont derrière, quoi. D'accord. Ok. Et est-ce que c'est aussi à cette période-là que tu joues au foot? Ou peut-être Oui, que tu continues à jouer au non, foot? alors je jouais au foot quand j'étais au collège, enfin au collège-lycée.
j'étais pas très très forte, mais j'étais pas mal. Et c'est moi qui avais mis l'équipe en place, mais en fait j'étais un enfant très perturbateur. Et donc du coup sur le terrain, j'étais habituée à jouer avec des mecs, et donc sur le terrain quand on était qu'avec des filles et que donc je me faisais souvent virer du terrain. Et Pour donc quelle du coup raison? Pour quelle raison? parce que je poussais trop fort, ou Ah, ok, j'engueulais, ou je d'accord. Ouais, faisais c'était un voilà. peu trop physique. C'était un peu trop physique et du coup, comme moi j'étais en pension, on n'avait pas le droit de fumer, bah, j'en profitais quand je me sortais, je me faisais virer du terrain pour aller fumer des clopes derrière et mon coach appréciait vraiment pas du tout mon comportement. D'accord, ok, nickel. Donc ça c'est avant 2018. Donc arrive 2018. Comment donc tu es déjà en fait dans l'univers artistique. Donc tu devais sûrement déjà accompagner des marques. Qu'est-ce qui donne le déclic en 2018 de lancer ton agence? Ouais, alors en fait, c'est mon associée. Donc mon associée, elle est plus âgée que moi et on est toutes les deux grecques et françaises. Et on a toutes les deux une maison familiale dans une toute petite île en Grèce. Et en fait, c'est là où on s'est rencontrés, mais 4 ans auparavant. Donc en 2000, je sais plus ouais, en 2015, je crois. 2014. Donc Ouais, ouais, 2014. 2014, ouais. 2014, on s'est rencontrés là-bas, puis on n'était pas très très potes, mais on se croisait dans l'île. Et en fait, ma première année à New York, c'était en 2017. Elle aussi, elle venait d'emménager à New York. Et en fait, on se croise dans le métro à Union Square. Donc, c'est un peu le Châtelet de New York. Donc, on se croise dans le métro et on se dit, putain, mais on se connaît. Et donc là, on échange nos numéros de téléphone. Elle est toujours, elle est réalisatrice. Et donc moi, j'étais en train de me pencher du coup sur le sujet. Je faisais déjà des petits clips de musique pour des potes. Et donc on a commencé à chatter sur la réalisation, sur des choses comme ça. Et c'est elle qui m'a appelé un jour et qui m'a dit, écoute, j'aimerais bien lancer un sorte de communauté de femmes pour s'entraider les unes avec les autres, soit des entrepreneurs, des artistes. Je lui dis, écoute, ok, why not? Et donc j'ai fait une sorte d'interview avec ces deux autres filles qui à la base on avait monté la boîte avec elles. D'accord. Et du coup, voilà, on a commencé l'aventure comme ça. Donc au début, on ne savait pas trop quoi faire. Il y en a une qui est très rapidement partie. Et avec l'autre, on a vraiment monté la structure légale. Et elle aussi, rapidement, c'était pas un match. Mais mon associé Patricia et moi, c'était clairement un match. On avait la même vision des choses et la même énergie. Et on se Complété? complète bien. Et du coup, c'est comme ça qu'on a un peu restructuré sur exactement ce qu'on voulait faire et qu'on est parti. On a commencé cette aventure toutes les deux avec zéro background de business. Donc, on était vraiment deux artistes à essayer de faire un truc. C'était compliqué pendant quelques années et puis maintenant que les gens sont un peu plus au courant de ce qu'on fait dans la vie, ça les intéresse plus et on gagne notre vie maintenant. D'accord, ok, nickel. Et donc au début, c'était plus sous l'angle artistique ou ça a tout de suite été sous l'angle agence? Alors, c'était direct, l'art digital, c'était direct dans le corps de ce qu'on voulait faire. Donc ça, dès le 2018, quand on a commencé, on faisait de la curation de l'art digital. Après, on avait, à un moment, au tout début, il y avait la mode aussi, donc on faisait des sortes de trucs de mode. Moi, c'est pas du tout mon truc, mais c'était une des filles qui s'en occupait. Mais ça, c'est rapidement, on s'est dit que c'était un peu trop compliqué. Et on faisait des événements, et ça, on continue aussi à faire des événements. Et il y avait toujours aussi ce côté de répondre à des pitchs pour de la publicité et de mettre en fait de l'art numérique dans les publicités pour créer en fait une nouvelle sorte de forme de publicitaire, quoi. Et ensuite, comment tu peux, au niveau de l'évolution, donc tu dis qu'aujourd'hui, en fait, on vous connaît, on sait ce que vous faites, que vous gagnez votre vie. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a eu une évolution également au niveau de votre manière de procéder? De notre manière de procéder, oui. Alors déjà dans l'évolution, bah, c'est que au début les gens comprenaient pas l'art digital. Ils pensaient c'était là ouais c'est pas de l'art. Mais même les artistes eux-mêmes, les artistes pensaient qu'ils étaient des motion designers, des graphic designers. Et l'évolution fait que avec ce qui se passe aujourd'hui, nous ce qu'on voyait c'est que sur leur Instagram par exemple par un artiste, il allait créer des œuvres que lui allait pas appeler des œuvres pour pouvoir après démarcher des marques pour pouvoir avoir des projets qui allaient être des projets commissionnés. Et donc c'était un peu leur portfolio. Mais ces œuvres, enfin, oui, ces œuvres étaient des œuvres sans vraiment que eux le sachent que c'était des œuvres. Donc ça, je pense que c'est un truc qui a énormément évolué. Maintenant, eux aussi, ils se considèrent comme des artistes à faire des œuvres d'art et pas des graphic designers. Et D'accord? l'évolution aussi, c'est l'ouverture d'esprit des marques. Enfin, nous, quand on présentait à des marques en 2019, on va mettre des avatars et des vêtements 3D dans un monde avec un code URL où les gens vont pouvoir aller. C'était là, genre, vous êtes complètement starbé, vous n'avez pas compris le pitch, du coup, vous n'avez pas le projet. Et on voyait des projets qui sortaient avec la banalité de la femme qui se trimballe sur la plage et la campagne qui coûte une fortune, quoi. D'accord. Ok.
Ok. Et donc, du coup, tout ça pris bout à bout, vous amène en fait aujourd'hui à plus ou moins avoir une vision 360. Comment tu exprimerais la chose? Est-ce que vous pensez avoir une vision assez large du marché pour finalement aller voir en fait une marque et lui dire, bon voilà, je pense que sur l'idée que vous avez, cette idée en fait marcherait bien dans ce format-là. Comment tu vois les choses? Ouais, alors nous, en gros, moi, mon titre en lançant la boîte, je suis la conceptrice. Donc, du coup, moi, j'arrive très, très tôt avec le client sur les premiers calls à comprendre la marque. Et ensuite, après, c'est moi qui dois trouver les idées, le concept de comment cette marque peut aller. Donc, les marques sont toutes différentes, elles ont toutes des targets plus ou moins les mêmes, mais elles ont une ADN qui n'est pas la même. Donc, du coup, c'est vraiment d'analyser, en fait, les meilleurs projets et les meilleurs artistes qui pourraient après s'aligner avec ces marques. D'accord. Donc en gros, ça va peut-être être un peu, je vais un peu vulgariser, mais c'est un peu le rôle de chef d'orchestre. Donc, Voilà. Et ensuite, on- après, on a plein de partenaires du coup qui ont des techniques et des manières de travailler différentes, avec qui on parle pour comprendre eux leur travail, pour après savoir est-ce que toi tu serais plus un match que toi pour cette marque-là. Ouais, donc ça c'est le côté pub et dans le côté d'artistes. Donc là, on représente des artistes, on vend leurs NFT et là on fait des expositions et de la curation avec ces artistes-là. Donc on va faire des installations avec des projections. Le dernier gros qu'on a fait, c'était en Irak. Donc on est d'accord. parti voyager en Irak pour faire des projections de NFT sur une citadelle des Nations Unies, Ok. et donc des UNESCO World Heritage. Donc ça, c'était très intéressant de mélanger ça dans une culture qui au final était très au courant de ce qui se passait dans le Web3. Ok. Et donc du coup, le côté curation, vous utilisez une plateforme dédiée, vous utilisez une plateforme enfin qui est à pignon sur rue. Comment ça se passe le côté curation pure? Alors, le côté curation, on trouve des artistes du coup sur les réseaux sociaux. Ensuite, on leur demande si on peut feature leur travail sur notre Instagram. Donc, sur notre Instagram, il y a toute la galerie de tous les artistes avec lesquels on travaille. Et ensuite, en fonction du projet, on adapte et soit on crée des thèmes. Donc, on trouve des artistes qui sont dans les thèmes, soit c'est en fonction de ça. Donc, on a signé des œuvres. On a plus de 35 NFT qui sont signés chez nous, qu'on doit vendre. Donc, en fonction de la curation, on va valoriser ces NFT à être mis en valeur. Mais sinon, là, par exemple, on a été appelé pour faire la curation pour un écran. C'est sur 3 mois. Donc, on a fait chaque mois un thème différent. Et un des thèmes, par exemple, c'est fashion. Et donc, c'est pour la Fashion Week qu'on a mis des artistes qui font de la fashion 3D dans des environnements différents. D'accord. Et ensuite, pour le côté mise en vente, vous utilisez quoi comme marketplace? Alors, du coup, nous, on est très open. On utilise n'importe quel. On est sur donc Ethereum, sur Tezos, sur Polygon, sur Solana aussi. Donc, c'est vraiment en fait à l'artiste de décider la plateforme et la blockchain qu'il veut utiliser. Et ensuite, nous, en fait, on met l'œuvre avec un code QR qui met directement sur la marketplace. Et là, on faisait de la curation pour une plateforme qui n'est pas encore sortie, qui elle utilisait Ethereum. Et là, du coup, on va voir pour s'associer directement avec des plateformes pour avoir tous les artistes référencés sur une même page. D'accord. Ok. Et du coup, le choix, quand vous représentez un artiste, le choix, en fait, est-ce que vous le guidez, en fait, l'artiste pour lui dire, voilà, en fait, voilà le panel qui s'offre à toi, voilà peut-être les pour inconvénients de chaque blockchain. C'est comment ça se passe pour qu'il Ouais, puisse dire, exactement. OK, je vais me mettre ici. Ouais, bah donc en gros, soit ils viennent nous demander des conseils en disant voilà, on ne sait pas quoi faire. Soit en fait, nous, quand on les démarche pour faire une curation ou une exposition, on leur dit bah, on aimerait bien que que ces œuvres-là soient mises en NFT, t'en penses quoi? Donc il y en a qui sont complètement réticents et on les comprend, qui disent moi j'ai pas envie de faire des NFT encore, c'est pas trop mon délire. D'autres qui nous disent bah en fait j'ai pas envie parce que c'est un côté écologique. Donc là on leur dit bah viens, on peut te montrer tes os, c'est écologique. Et d'autres qui sont déjà sur leur plateforme et sur leur crypto à qui qu'on conseille de potentiellement aller sur d'autres plateformes. On les conseille sur les prix aussi et le nombre d'éditions qu'ils doivent mettre. Euh, et après, voilà, il y a d'autres artistes pour lesquels là, on est signé, les artistes sont signés, on les représente in-house et on n'est pas comme un studio, on n'est pas une agence comme on pourrait avoir l'exclusivité sur ces artistes. On leur laisse vraiment l'ouverture, comme le Web3 peut être dédié, mais on laisse vraiment l'ouverture de dire, OK, en fait, nous, on peut être ton agent, tu as besoin de nous, tu nous appelles, tu pas besoin de nous et tu fais tes projets, il n'y a aucun problème. Mais si tu as un client et que tu sens que, voilà, niveau contrat, niveau négocié pour le devis et le fait que ton nom soit mis en
en avant, bah, tu nous appelles et tout est good et on t'aide à faire tout ça, quoi. D'accord, ok, nickel. Ok, je comprends parfaitement. Quel conseil tu donnerais en fait, donc imaginons en fait, on fait un petit scénario, imaginons en fait que tu as un artiste en fait qui souhaite que vous lui fassiez sa curation et ensuite il te demande en fait question au niveau du pricing du NFT. Quelle serait ta réponse? Est-ce qu'il y a une réponse standard ou comment tu répondrais à cette question? Alors, la réponse est assez complexe, parce que ça dépend totalement des artistes. Ça va être plus, est-ce que tu as déjà vendu, déjà la première question, à quel prix, est-ce que c'est revendu derrière à un prix plus cher, ou est-ce que tu as mis par exemple une œuvre et ça s'est jamais vendu et ça fait 5 mois qu'elle vit sur la blockchain et que personne n'est intéressé à l'acheter. Donc ça va déterminer peut-être qu'il y a trop d'éditions, peut-être que c'est trop cher. Et aussi, l'autre partie, c'est la communauté. Donc, par exemple, est-ce que tu es actif sur Twitter? Est-ce que les gens réagissent avec toi sur les réseaux sociaux? Qui va déterminer s'il y a un intérêt auprès de ta communauté qui est déjà existante de vouloir collecter des œuvres. Et après, ce qu'on recommande aussi, c'est le fait de donner des utilités aux acheteurs. Donc, par exemple, bah, tu vas pouvoir t'entretenir avec l'artiste, tu vas pouvoir peut-être avoir quelque chose en print. Donc, en fait, d'attacher quelque chose avec l'œuvre, avec le NFT. D'accord, ok. Et le côté utilitaire, est-ce qu'il est bien perçu quand tu donnes ce conseil-là? Est-ce qu'il est bien reçu de la part des artistes? Oui, parce que les artistes, ça ne les dérange pas forcément de déjà avoir un premier contact avec les collectionneurs de leurs œuvres et ensuite de faire un print. En général, ça va avec le prix du NFT qui va être compris dans le prix, enfin, dans le coût du print. Donc, ils réfléchissent. Après, c'est pas forcément quelque chose qui sont là en mode genre, OK, je vais faire ça, mais ils sont assez open d'y réfléchir. On va revenir juste un petit peu en arrière sur le côté Bro House. J'ai vu sur ta page en fait personnelle Insta, ton dernier post en fait c'est une publicité, en tous les cas une collab que vous avez fait avec Adidas. Est-ce que tu peux en parler? Ouais, alors ça, c'est une collab qu'on a fait. Donc ça, c'est pas NFT. Enfin, il n'y a pas de NFT qui sort de cette collab. Mais on a été appelé du coup par une agence qui bosse avec Adidas pour faire une campagne pour le Citadium à Paris dans le 9e. Et du coup, on s'est dit, bon, voilà, le budget n'était pas du tout flagrant, mais l'artiste était chaud parce que bah, lui, c'est faisait un ticket d'entrée avec Adidas. Nous, ça nous faisait un ticket d'entrée aussi avec Adidas. Et de là, on a essayé d'élaborer en plus gros l'idée pour en fait que ça soit des plus petites histoires qui puissent être après utilisées dans d'autres manières. Donc là, du coup, on attend un peu de voir comment ça peut fonctionner. Mais voilà, c'est assez compliqué avec ces grosses marques qui sont partout, mais qui soi-disant n'ont pas d'argent, de pouvoir créer en fait, et d'être libre en fait de proposer des idées. Mais du coup, voilà, ça nous a donné un ticket d'entrée avec eux et avec l'agence du coup qui nous a démarché pour faire le projet. D'accord, ok. Donc là, c'est purement pour en fait faire la publicité en fait pour un shop physique, donc Citadium, Ouais, c'est ça? exactement. Et c'est derrière en fait le comptoir dans le Citadium de là où il y a la partie Adidas. Euh, et, euh, et voilà. Et donc c'était pour juste le shop. Et rien de D'accord, ok, commercial, il n'y aura pas sur leurs ok, réseaux sociaux. Du coup, nous, sur les contrats, on a fait en sorte que ça soit vraiment juste sur le shop et pas ok, mis je partout, quoi. comprends. Je comprends, je comprends, je comprends. En fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, potentiellement, ça pouvait être en fait plus ou moins en fait le design en fait d'un futur NFT. Donc c'est pour ça que je posais Bah, on aurait la bien question. aimé. Et du coup, quand on nous a appelé, on a essayé, on sait qu'ils ont une lens sur Sandbox. Donc, on a voulu un peu partir plus loin dans nos idées. Et donc, avec l'artiste Guillaume Sauzet, quand on parlait pour la première fois du projet, voilà, je lui dis, bah, viens, on part très, très loin dans l'idée. Mais ensuite, bah, on a été très restreint par le budget. Et D'accord. donc, du coup, c'était juste pas possible, en fait, de pouvoir faire quoi que ce soit autre que ça. Mais c'est dans l'idée, ouais, qu'on aimerait bien proposer. Ok, Mais c'est très parfait. compliqué encore parce que ouais, ça va mondial après, ça va pas juste au petit stadium de Paris, quoi. J'entends. NFT Factory. Cofondatrice NFT Factory. Déjà, est-ce que tu peux dire ce que c'est NFT Factory? Ouais, alors la NFT Factory, ça va être un lieu physique dans Paris qui sera dédié du coup à l'éducation, euh, des workshops, des conférences autour des NFT. Donc il y aura une salle d'exposition, où il y aura des collections affichées, des expositions, des workshops. Donc en gros, on pourra s'inscrire pour faire des classes, pour apprendre plus sur les sujets. Donc il y aura des levels, on va dire, level 1 jusqu'à beaucoup plus, pour des devs aussi, pour des curations,
voilà, pour s'éduquer en fait sur les sujets. Il y aura aussi une salle de conférence, donc il y aura des événements qui seraient organisés pour des conférences. Et aussi après, pour les gens qui sont membres, du coup, c'est une salle où on peut se retrouver et discuter autour d'un café ou d'une bière. D'accord, donc un côté networking. Donc la vision en fait de NFT Factory, c'est de devenir en fait un point d'ancrage de l'univers Web3 en fait à Paris. À Paris. Et donc, du coup, tous les fondateurs, c'est des Français. Et en fait, on a énormément de grosses entreprises mondialement connues du Web3 français. Ledger, qui est la première, qui est la sécurité première de la crypto. Sorare, qui est un des plus gros play to earn du Web3. Sandbox, qui est une des plus grosses métaverses. Donc, c'était un peu, en fait, l'idée est venue de se dire, en fait, on a tellement des grosses boîtes qui sont là, au lieu de se faire bouffer par les States comme on a pu auparavant les faire mondialement, quoi, on met directement en avant, on met tous les gens ensemble. Parce que donc ce terme aussi WAGMI, we all gonna make it, donc soyons tous ensemble beaucoup plus forts. Et aussi on s'est dit comme nous on fait ça aussi, moi je fais pas mal de cours et des classes de NFT auprès de gens. C'est en fait si les gens connaissent pas mon métier, c'est pas comme ça qu'ils vont acheter les œuvres digitales. Donc c'est vraiment un système d'éducation pour pouvoir éduquer les gens sur le sujet, leur faire aussi, il y aura un degen bar où on pourra créer notre wallet, acheter son premier NFT sur place, etc. Donc, c'est vraiment un espace culturel dédié au NFT. Ok, parfait. Comment tu as été contactée pour devenir cofondatrice? Est-ce que tu peux raconter cette histoire? Ouais, alors du coup, moi, j'habitais à New York et je suis arrivée en France en 2021. Et à ce moment-là, j'ai été invitée à faire une conférence au KIF avec un jeune homme qui s'appelle Benjamin Groer, qui lui est un dégène total. Et du coup, on a été invités tous les deux à parler des NFT à Metz. Et en fait, lui, il connaissait pas mal de monde Web3 à Paris. Moi, je venais d'arriver, je connaissais vraiment pas grand monde. J'étais un peu déprimée d'ailleurs parce que je me suis dit, putain, je parle avec mes potes, ils comprennent rien à ce que je fais et j'ai pas enfin, je suis pas faux fil en fait. C'est moi qui dois Oui. toujours éduquer les gens et puis moi, ils m'éduquent sur le marketing qu'ils font en sein de leur boîte, quoi. Et en fait, de là, donc je me suis retrouvée avec pas mal d'événements, j'ai commencé à rencontrer des gens. Et en fait, on s'est dit que ce que nous, on faisait, c'était assez particulier. Les gens que je rencontrais, ils créaient des marketplaces, des jeux vidéo. Et nous, le côté vraiment artiste, digital et studio de création. Et en fait, de fil en aiguille, je suis rentrée un peu dans une sorte de bande. Et c'est John Carp avec qui on a fait un événement au point éphémère il y a pas très longtemps. Qui m'a appelé en me disant voilà, on aimerait bien que vous fassiez partie des cofondateurs de la NFT Factory. Et donc nous, on s'est dit en fait, c'est un peu un honneur parce que nous, ça nous positionne à côté de grandes têtes du Web3. Et à notre toute petite échelle, on s'est dit c'est génial. Et voilà, donc on faisait partie des premiers rounds des 51 fondateurs. Et là, il y a eu un deuxième round où maintenant on est plus de 111, je crois, cofondateurs. Et il y a plus de 1000 membres Ok, parfait. qui ont du coup acheté en fait leur token en NFT la semaine dernière, même Ok, cette semaine. parfait. Donc, ok. Donc la collection, en fait, elle a été relisée. Je crois qu'il y a eu une partie waitlist pour pouvoir en fait mint. Donc, Ouais, je crois que ça a été sold out, si j'ai pas de bêtises. ouais, ça a été Et- sold out et ouais. Et du coup, en fait, les D'accord. membres auront accès à des. Donc, moi, par exemple, on a un token founder et un token membre. Et les membres, du coup, auront accès physiquement à la NFT Factory. Et ils seraient whitelistés directement pour des drops. Ils pourront avoir accès à tous les events qui se passent. Euh, et aussi, la NFT Factory, ça a but aussi d'être un VC, donc un incubateur de projets, de startups et d'artistes. Donc, du coup, il y aura des résidences d'artistes qui se feront à la NFT Factory pour pouvoir soutenir en fait et les projets Web3 et les artistes numériques. D'accord. Donc, c'est vraiment avec le côté éducation first et ensuite tremplin. Ouais, Ok, et vraiment parfait. communautaire, on s'entraide. Il y a pas mal de choses qui sont sur la roadmap qui vont arriver rapidement. D'accord. Le lieu physique de la NFT Factory, c'est où? On peut pas dire Ah, ok, encore. d'accord. Et ça Ok. va sortir, voilà, je pense en courant septembre, octobre. Les informations seront dévoilées au grand public. D'accord, ok, j'avais pas cette info. Parfait, il y a pas de souci. Donc, nickel, hein, tu as en fait un parcours assez riche. Tu as l'air de pas trop t'ennuyer, tu fais énormément de choses. Justine, est-ce que tu es également collectrice à titre personnel de NFT?
Ouais, alors nous sur Tezos, on a énormément de collections d'art numérique. Donc ça, on est très contente. Et moi, à titre personnel, j'en ai sur Ethereum. Je fais partie de deux, trois communautés et j'ai reçu hier un NFT parce que j'ai fait mon premier stand-up et donc j'ai gagné un NFT que je viens de voir et de la collection Metaverse Marauder qui est un truc français. Et à ce moment, il y a Omar Sy aussi qui fait partie des Ah ouais? fondateurs du projet. Et du coup voilà, après je me suis offert des NFT pour mon anniversaire, donc c'est D'accord. assez cool. Le côté stand-up, je fais juste un petit crochet. T'as fait ça, tu l'as fait dans quel club? Alors, ça s'appelle le Crypto Comedy Club. Donc, c'est un stand-up qui est dédié, du coup, à la crypto et la comédie. Et du coup, ça, c'était la quatrième édition qu'ils faisaient. C'était à la Bellevue, dans le 18e. Et la butte de la Bellevue. Et en gros, moi, c'était un peu mon péché mignon depuis quelques années de faire du stand-up. Et du coup, voilà, j'en ai parlé à un moment quand j'étais en train de regarder le stand-up avec deux, trois potes du Web3. Et eux aussi, on m'avoué que c'était leur péché mignon. Donc, du coup, on s'est dit, bon, vas-y, on y va. Et hier, c'est la première fois qu'il a fait, du coup, un open mic. Et du coup, avec un de mes potes, Jules, on était pour la première fois sur scène. À faire ça. Et du coup, il y avait une compétition pour les trois premiers stand-uppers. Et du coup, voilà, c'était un NFT à la quai à gagner. Et D'accord. Donc, t'as cartonné, quoi. du coup, ouais, ça s'est plutôt bien passé. Bon, j'ai eu un Ok. petit trou de mémoire, mais voilà, ça s'est plutôt bien passé en général, quoi. Ok. Et le setup, c'était quoi? C'était 5 minutes, 10 minutes? T'avais combien de C'était temps en trois fait minutes. 3 C'était minutes? trois Ok. minutes, mais en fait, on m'a filmé. J'ai vu que ça, je faisais fait plus de 5 minutes sans m'en rendre compte. Et j'ai vu aussi que, en fait, j'ai pas vu la lumière. En fait, ils mettent une lumière pour dire t'es à 2 minutes 50. Ouais. Ok. Et je crois que je l'ai pas vu. Et du coup, j'ai continué. Mais enfin, moi, quand je faisais mon sketch, ça durait 3 minutes. Donc, je sais pas comment j'ai dépassé à 5 minutes alors que j'ai oublié plein de trucs, quoi. Ok. D'accord. Ok. Bah, parfait. Et donc, du coup, en fait, t'écris enfin, tu fais le stand-up, mais tu prépares un petit peu. C'est comment tu viens, en fait, le côté idée. C'est en gros, tu t'alimentes de Alors, quoi? ouais, bah alors du coup, c'était basé sur la crypto. Moi, j'ai basé mon texte, on va dire, sur être célibataire et être une femme dans la crypto. Donc, être dans le Web3 célibataire. Et le fait aussi que je suis très poisseuse, en fait, j'ai beaucoup de poisses qui m'arrivent tout le temps. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai enchaîné. J'ai démarré avec ça pour après enchaîner sur mon célibat. D'accord. Ok, nickel, nickel. Et du coup, Et ouais, est-ce que j'ai écrit plein de fois et après, j'ai vu des potes, j'aurais fait des potes non crypto, des potes crypto, parce qu'il n'y avait pas que des gens crypto dans la salle. Donc, du coup, voilà, c'était assez OK. D'accord, donc ça, tu as testé en amont, tu as vu que ça répondait en fait aux deux audiences, et donc du coup, tu t'es dit go avec plus ou moins ces lignes, quoi. Ouais. Ok. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir en ligne? Est-ce que tu Alors, je l'as, crois enfin, qu'ils vont parce qu'on je t'a crois filmé, qu'il mais a, oui, ils l'ont filmé en live et non, ils l'ont pas, c'était pas en live, ils l'ont filmé, je pense, pour le retranscrire sur YouTube. Et après, ouais, sinon, moi, j'ai une petite vidéo qui est dessus. d'accord. Donc c'était au Crypto Comedy Club, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, parfait. Et donc du coup, j'imagine que c'est une expérience que tu souhaites renouveler. Ouais, en vrai, c'est une expérience que j'ai énormément aimé faire. C'était très drôle. Je pense que voilà, tout m'a dit, bah, c'est la première fois, tu vas voir, t'es stressé. J'étais super stressé. J'ai bu deux grands verres de rosé avant. Et après, du Ça a coup, aidé à calmer le stress? ça a aidé à calmer le stress. Et du coup, ouais, non, c'est quelque chose que j'ai un peu envie de continuer. Et surtout après, quand on se voit, on se dit, ah, ok, en fait, là, le texte, en fait, j'ai pas du tout respecté. J'ai respecté les chapitres, mais pas du tout ce que je disais, quoi. Bon, le principal, c'est que ça a été cohérent et que Oui, finalement, tu as pu faire rire l'audience. Parce qu'au final, exactement. c'est ça, c'est partager une histoire et puis faire ressentir des émotions. Donc, si tu as fait ça, ben, tu as mission accomplie, quoi. Ouais. Nickel. Sur la partie collectionneur, qu'est-ce que tu vois sur le marché aujourd'hui qui te. Est-ce que tu vois des choses qui t'intéressent? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne vois pas que tu te dis en fait qu'il faudrait qu'on pousse? Donc, qu'est-ce que tu vois sur le marché qui t'intéresse?
en ce moment? Alors moi, c'est vraiment à l'œil. Je suis pas pour je vais acheter ça parce que la cote va monter et donc en gros, je vais gagner de l'argent. Si le visuel m'attire, je l'achète. Et ensuite, ce que je trouve qui manque pas mal, c'est des collabs entre les artistes numériques et la musique. Et j'aimerais bien avoir un projet génératif avec de la musique. J'en parlais avec un pote, tu vois, genre de créer en fait des layers de musique et après que tout se mélange ensemble pour créer en fait un son qui lui-même se fait créer par le code. Donc ça, c'est quelque chose qui, je trouve assez intéressant et comment un son peut potentiellement être attaché avec un visuel. Euh, et donc de générer des œuvres comme ça. Donc voilà, c'est plus des choses comme ça qui me manquent. Je trouve que là, les marques, elles sont déjà en train de commencer à faire leurs projets, qu'elles s'attachent plus peut-être avec des projets en collaboration avec du coup des artistes. Mais sinon, ouais, je trouve on est assez bien de la manière dont on est en train d'avancer et que ça soit pas. Enfin déjà, ça va très très vite. Donc il faut pas trop que ça aille trop trop vite non plus parce que sinon on va pas suivre. Déjà qu'on est peut-être tous à la limite du burn-out, mais Oui. D'accord. donc ouais. Ok, nickel. Merci pour ta réponse. En termes d'utilité, est-ce qu'il y a, tu trouves qu'il y a suffisamment d'utilité aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ce terrain, en fait, il n'est pas assez exploré? Qu'est-ce que tu aimerais voir plus dans cette sphère-là? Ouais, je pense que les roadmaps pourraient être un peu plus dévoilés. Et après, c'est moi qui dois un peu écrire les roadmaps. En fait, on se retrouve avec énormément de contraintes assez rapidement dans le déploiement d'une roadmap parce que bah, si le projet ne marche pas, s'il n'y a pas de revente, enfin, donc ça devient assez complexe. Mais je trouve que oui, il faudrait toujours avoir des utilités. Nous, par exemple, il y a un NFT qu'on a sur Tezos. En fait, tous les mois, on reçoit un magazine en NFT qu'on peut télécharger en PDF. Et en fait, ce magazine, du coup, en fait, on apprend plein de choses sur un nouvel artiste. Donc, on drop un NFT de l'artiste et on apprend plein de choses sur l'artiste. Donc, des choses comme ça fait toujours plaisir. Bah, ça te rajoute un NFT dans ta collection, ça te permet d'un peu dig sur les côtés artistiques. Donc, je trouve que les airdrops, c'est toujours un truc qui fait plaisir. Et les événements physiques. Les événements physiques, je trouve ça assez intéressant aussi de partager, en fait, de rencontrer les gens avec qui tu parles sur Discord. Ah, mais toi, tu t'appelles comment? Tu dis, ah, mais putain, on a déjà parlé ensemble, attends, c'est dingue. Et là, tu vois une tête à un personnage avec qui tu n'as jamais communiqué, quoi. Oui, nickel. Ça me fait penser à deux choses. Donc là, tu as parlé event et tu as parlé Discord. Donc j'ai commencé avec la partie event parce que tu as aussi une casquette de speakerist. Tu as intervenu, tu disais, sur un événement à Tezos, mais je crois que j'ai vu aussi sur ton Insta que tu avais parlé à Art Basel, si je dis pas de bêtises. Ouais, à Art Basel, bah, c'était du coup de Théseus à Art Basel. Ouais, on fait pas mal de conférences. Bah, déjà ce matin, en fait, on a fait une conférence et ils ont oublié le décalage horaire. Du coup, on avait 1 heure de retard. Mais c'est pas grave, ça s'est bien passé. Mais ça, c'était avec Onassis, la fondation Onassis à Athènes. Donc ouais, on fait pas mal de conférences où on apprend aux gens différents. Enfin, soit on parle de notre travail, soit on fait des cours. Je fais pas mal de cours du coup de NFT. Et du coup, la question, c'était quoi sur les conférences? Mais du coup, Bah, oui, la on fait des question, en fait, conférences. non, c'était plus en gros pour ouvrir le champ de ta casquette speakerist. Oui, oui, bah donc du coup, ouais, je suis speaker à pas mal d'événements et on organise nous aussi des événements. Donc là, le dernier, on a organisé un événement au Point éphémère. C'était pendant NFT Paris. Et en fait, avec mes potes un peu Web3 et donc John Carp, le boss de la NFT Factory et les mecs de DAOs, on s'est dit, mais en fait, ça serait. Là, il y a tout le temps les mêmes talks, c'est tout le temps les mêmes choses qu'on voit en conférence. Nous, on veut faire un truc différent. On veut vraiment aller digging sur les gens dont on parle pas en fait de ça. Donc, on a appelé ça le back-end du Web3. Donc, on a invité des vrais gros degen qui sont les fondateurs de Dirty Panties. On a invité quelqu'un qui est qui est anti-capitalisme et qui est à fond tu vois, genre dans plein de sujets assez dark du Web3. On a invité des devs, des constructeurs, on va dire. Enfin, voilà, tous les gens dont on parle pas et qui sont super présents, en fait, nous, dans notre vie de tous les jours, mais voilà, c'est pas des gens dans les conférences, on voit un peu tout le temps les mêmes têtes, quoi. Ok, d'accord. Donc ça, c'était un événement satellite? Ça, c'était physique, c'était au point éphémère. Et du coup, la structure d'événement, c'était vraiment en fait une conférence très chill. Tu vois, les gens, ils se levaient, ils prenaient leur bière, ils se calaient. Il y avait d'autres gens qui étaient dehors, fumer des clopes, à parler. Et on a fait toute une exposition. Donc, on avait 10 écrans, on avait plus de 50 NFT. Et ensuite, après, il y avait grosse soirée électro dans la salle d'à côté. Donc, du coup, c'était vraiment de 3 heures de l'après-midi jusqu'à 3 heures du soir, enfin 3 heures du matin.
Et voilà, c'était vraiment, en fait, tu vois, on s'est dit, c'est un événement qui est gratuit. Les gens qui vont à des événements payants chers pour regarder des conférences, bah, tu vois, ils sont tout le temps là en train de vendre pour rentabiliser leur ticket. Donc, ils essayent de se vendre eux et leurs projets. Et nous, on s'est dit, non, mais nous, on veut trop pas ça. Nous, on veut que les gens, en fait, ils soient bourrés devant le DJ à minuit en train de dire, mais putain, c'est toi qui as créé ça, putain, génial, mec. Enfin, voilà, on veut vraiment que ça soit quelque chose de très low-key, très chill, très, pas du tout prise de tête. Vraiment, en fait, ça soit humain, quoi. Mais plus que Ouais. humain, ça soit vraiment un peu des gens à la cool, quoi. J'entends que peut-être un peu moins corporate, on va dire. Voilà, alors nous, on n'était pas du tout corpo. C'était le bordel. Ok, C'était, ok, pas de souci. Et ça, du coup, tu dis que c'était donc en même temps que le NFT Paris, donc ouais, mi-avril. ouais, exactement. C'était mi-avril, le 16 avril, je crois même. Ok, d'accord. Donc ça devait être le vendredi, peut-être. C'était le samedi. Ouais, le Ouais, samedi. Ok, samedi. Ouais. ok. Et c'était en plus, on était tellement, enfin, c'était quand même le week-end de Pâques, je crois. Enfin, c'était un week-end où les gens n'étaient pas là. Donc, du coup, et en fait, nous, quand on a pris la date, on était là, ouais, vas-y, c'est parfait, c'est en même temps que NFT NYC, ils trouvent pas, les gens étaient là, non, mais on n'est pas là, c'est le week-end, il n'y a personne à Paris. Moi, genre, j'ai pas un pote qui est venu, mais tous mes potes, ils étaient partis. J'étais là, genre, bon, bah, ok, les gars, cool. Mais ouais. D'accord, parfait. Et est-ce qu'il y a une prochaine édition à cet événement? Alors, peut-être pour ETHTC, on regarde, sauf qu'on en a parlé il y a 2 jours, j'étais là, bon, les gars, c'est un peu demain, en fait, ETHTC. Donc, je sais que la dernière fois, on était très dans le rush pour organiser cet événement. Donc là, dans l'idée, c'est que ça soit pas. Mais oui, dans l'idée, on va clairement refaire parce que les gens ont beaucoup aimé. Parce que justement, tout ça, c'était très chill. Et on a fait aussi un jeu avec des pop. On a fait un jeu des gens, donc tu avais des pop un peu cachés partout dans l'espace. Et tu avais des pop aussi pendant les DJ. On avait toute une install de lumière. Et en fait, tu avais des pop qui flashaient derrière les DJ. Et après, en fait, le dernier pop à 3 heures du matin était le pop un peu phare. Et donc, si tu avais accumulé tous les pop de la journée, tu recevais un NFT. Mais tu vois, les pop, moi, j'en avais un sur moi. Donc, les gens devaient me parler pour comprendre que j'avais un pop. Il y avait un pop caché dans les toilettes avec écrit j'ai fait caca au point éphémère. Enfin, voilà, donc on est vraiment sorti d'un truc assez drôle comme ça, quoi. Ouais, vous avez vachement gamifié l'expérience. Ouais. Ah bah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et du coup, la seconde chose que je voulais évoquer avec toi, parce que quand tu parlais de l'event et de Discord, du fait que en fait tu voyais des gens que tu voyais dans Discord, Discord, tu l'utilises énormément, j'imagine? Alors, je suis pas, enfin, dans mon équipe, on va dire que je suis la Discord woman parce que je capte comment ça fonctionne. En fait, j'y vais dessus le matin. Vite fait, j'ai ma petite routine du matin, tu vois, le catch-up des réseaux sociaux. Et par exemple, quand je me mets aussi sur un nouveau Discord, je vais capter la vibe, donc je vais parler, je vais dire salut, je viens d'arriver, c'est quoi les bails? Et je vais parler avec des gens. Donc hier, je venais d'arriver sur un Discord et j'ai commencé à parler. On a parlé toute la matinée. En fait, rapidement, en fait, ça, t'arrives plus à suivre, quoi. Donc, t'es sur la conversation, mais du coup, t'es en train de faire autre chose, et du coup, en fait, t'arrives et il y a 50 messages, et t'es là, genre, attends, il m'a répondu quand, le mec? Je sais plus, est-ce qu'il me parle à moi, à lui? Je sais pas trop ce qui se passe. Et du coup, ouais. Mais, donc, j'y vais, ouais, j'y vais pour suivre un peu ce qui se passe en fonction des projets, D'accord. quoi. Et justement, en fait, la question sous-jacente, c'était comment tu arrives en fait à suivre le flow de Discord. Parce que moi, personnellement, en gros, tu sais, je suis dans plein de. Je crois que régulièrement, en fait, je dois sortir d'un serveur pour en rajouter un autre, parce qu'en fait, je suis dans Ça 100 vient de serveurs. m'arriver, ça. Et Ouais. globalement, in fine, en fait, j'ai 100 serveurs, mais je vais dans peut-être moins de 10, quoi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup Ouais. trop de choses, il y a trop de notifs et. Bah, moi, c'est un peu la même chose. Après, je vais checking sur les serveurs des NFT que j'ai. Donc, par exemple, j'ai un Desperate Ape Wife où je vais check de temps en temps pour comprendre c'est ce qui est en train de se passer, est-ce qu'il y a un event qui va se passer, est-ce que je dois faire ça. Et ensuite, après, indépendamment des roadmaps des NFT que j'ai, bah, je vais mettre un petit tu vois, truc sur mon calendrier pour aller un peu check le Discord en disant, tu vois, on en est où de ça, et surtout réapprendre, ok, la roadmap, elle est en train de se suivre ou pas. Mais oui, c'est pas quelque chose que je suis toute la journée. J'ai pas du tout les notifications. En fait, dès que je l'ouvre, ça sonne dans mon oreille, ça m'irrite. Donc, je suis là et quand je suis en call, parfois il y a des gens, il y a le Discord qui, je suis là, mais mec, enfin, éteins le Discord, quoi. Genre, ding, 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 non, t'as pas envie, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Twitter. Est-ce que Ouais. tu es, également sur Twitter?
Alors moi, à titre personnel, Justine, non. Boahouse, on a un Twitter, donc j'utilise que le Twitter de Boahouse pour communiquer. Et en fait, à la base de la base, on n'avait pas Twitter, on avait que Instagram, parce que déjà c'était trop tard pour nous et entre nos trucs personnels et entre LinkedIn et entre machin. Et en fait, on s'est dit bon, on est obligé de se faire un Twitter. Après, du coup, on a quelqu'un aussi qui est en charge des réseaux sociaux, donc moi, je suis pas trop en train ouais. Mais du coup, ouais, pareil, je check tous les jours un peu dans ma journée ce qui se passe, retweet, etc. Et au final, je trouve ça très agréable. Au début, en fait, on voulait pas parce que pour moi, Twitter, c'était très négatif. C'était vraiment le premium de l'harcèlement, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et puis, il y avait une niche, je crois que c'était Twitter, après Instagram, Facebook, LinkedIn qui arrivait en bas de la page. Mais du coup, après, on s'est dit, mais en fait, on fait des trucs artistiques, on n'est pas en train de poster des trucs politiques. Donc, on va pas, voilà. Donc voilà, mais à titre personnel, pour l'instant, c'est pas trop dans ma roadmap personnelle de faire un Twitter, parce que sinon, en fait, je passe 4 heures par jour sur les réseaux sociaux, quoi. Et tu vois, je peux pas lire 100 mails, faire 3 projets et être sur Twitter à dire JM, les gars, comment ça va? Ça dit quoi? Je viens de me couper les cheveux. Donc voilà, c'est très intense, mais Ok, pas de souci. Euh, Tu parlais de routine tout à l'heure. C'est quoi une semaine type de Justine? Ça ressemble à quoi? alors moi, je suis très matinale. Moi, je arrive au bureau à 7h30 le matin. Et donc, du coup, ça me laisse un peu, genre, on va dire, 30 minutes à me prendre mon café, ma petite clope et aller sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Discord et un peu check. Ensuite, c'est mail. Et après, c'est to-do list. Lundi, c'est vraiment, je refais la to-do list de la semaine. Et à chaque fois, bah, il y a des trucs qui se rajoutent au fur et à mesure de la semaine. Et en fait, comme moi, je travaille avec les States, du coup, vers 15 heures, ça commence à bouger aux States. Donc là, du coup, c'est beaucoup plus actif sur WhatsApp, la communication, les calls, et nanana. Beaucoup de calls. Le jeudi, j'essaie de prendre 0 call et c'est vraiment la journée créa. Je me focus sur les idées que je dois faire pour les projets. Et après, voilà, vers 20h, 20h30, je me casse et je vais boire des coups. J'aime bien l'alcool. Du coup, je décompresse avec ça. Et voilà. Et après, de temps en temps, je fais du sport. Ça m'arrive. D'accord. Donc des belles journées, 7h30, 20h. Et puis, Ouais. Et en plus, après, j'ai le portable parce que sur WhatsApp, du coup, ça, eux, ils continuent à bosser, ouais. quoi, Ouais, jusqu'à. parce que 20h, c'est quoi? Après, ça dépend si c'est New York ou si c'est Los Angeles, mais bon, ça peut Ouais. être soit début d'après-midi C'est ou début d'après-midi. Ouais. le matin, quoi. Ouais. Ouais, donc il y a des fois que je leur dis, ah, les gars, je parle du bureau dans 30 minutes, donc on se parle maintenant, mais ensuite dans 30 minutes, là, vous me laissez tranquille, et après le matin, je me réveille avec des 45 WhatsApp, parce que bah, du coup, ils continuent à parler, et moi, je dois tout lire, et après, je suis la seule qui envoie, du coup, dans ma journée, alors ça, et puis eux, ils oublient de lire mes trucs, donc je dois me répéter, enfin, c'est tout un schéma, quoi. D'accord. Ok. Ok. Bon, c'est une routine, a priori, que tu maîtrises bien. Et sur la Oui. partie sport, du coup, c'est quoi? Tu fais quoi comme sport? Alors, du C'est coup, pas indiscret? je fais de la boxe, et après, comment ça s'appelle, elle sait, ma pote, tu sais, du bootcamp un peu. Donc on est dans une gym avec où il y a il y a plein de cours différents. Et du coup là, je m'étais mis à la boxe, j'avais kiffé. Et après avec ma conjointe, j'ai eu une grosse conjonctivite pendant un mois, je ressemblais à un alien. Et je pensais que ça allait mieux, donc je me suis dit vas-y c'est bon, je vais retourner à la boxe. Et là en fait, je me suis pris un point dans la gueule. Alors je disais aux gens, me tapez pas le visage s'il vous plaît, tapez-moi les épaules. Et là, je dis au prof, je suis désolée, genre, je peux pas. Il me dit, mais dis aux gens de te taper autre part que la tête. Je dis, mais j'ai dit aux gens de me taper autre part. Et quand on est en train de se battre, le mec, il est Oui. pas en train de C'est réfléchir à ma ouais. tête, en fait. Il me dit, mais ça va aller. Je dis, non, mec, là, je vois flou, je peux plus rien faire. Non, je dois partir. Du coup, là, voilà, je me suis dit, j'ai fait un petit pause sur le sport à cause de mes yeux. Et je pense que j'espère la semaine prochaine, je pourrais remettre du eyeliner et des gants de boxe pour aller me défouler un petit peu, quoi. Ok, nickel. Et le foot, c'est du passé? Ouais, totalement. Je soutiens énormément mon petit neveu de 10 ans qui est fanat de ça et qui souhaite être le prochain Zidane. Mais, euh, mais du coup, ouais, Ambitieux. c'est ambitieux, ouais, ouais. Surtout je lui dis, il faut que tu fasses du sport tous les jours, abdos, pompes, fessiers, et là, genre, ouais, ouais, il mange des chips. Je lui dis, bah, c'est pas comme ça qu'on va y arriver, là. Ok. Ok, parfait. Justine, est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu aborder que je n'ai pas donné l'occasion d'aborder? Non, je pense on a fait le tour un peu de tout assez bien, quoi.
D'accord. En termes d'actu pour toi, c'est quoi, sur le mois, juillet, août ou septembre, qu'est-ce qu'il y a en actu chez toi? Bah, là, on est sur deux projets assez fat de grosses marques dont je peux pas dévoiler le nom. Donc, du coup, c'est très focus là-dessus. Et aussi, on est pris du coup en août, septembre et octobre sur VP. Donc, c'est pour les gens qui sont à Paris qui écoutent, bah, les écrans de VP, la sortie, la 1-1, je crois, de Charles de Gaulle. Du coup, là, on va faire une curation pour eux d'artistes. Et on fait un truc aussi à Miami pour un festival de musique. Donc, il y a pas mal de choses là-dedans qui s'organisent et on a un projet perso avec un gros artiste numérique aussi pour lequel on trouve des fonds. Et là, on est en pleine levée de fonds aussi dans la boîte. Donc, c'est un peu une petite restructuration en ce moment, d'être un peu plus business et structuré et d'être voilà, un peu plus en charge, quoi. D'accord, ok, nickel. Bah, merci à toi. J'ai une dernière question. Donc ça, c'est un rituel dans Robert Spotlight. C'est Justine, c'est quoi un NFT pour toi? Ah. Un NFT, c'est la possibilité à des artistes numériques et à des gens de pouvoir avoir l'authentification d'un fichier. Mais au-delà de ça, ça peut être aussi une donnée personnelle. Donc en fait, c'est aussi la possibilité, le NFT dans l'ensemble de la blockchain, de redonner en fait à l'humain bah, ses données à lui et de lui redonner de l'appropriation en fait de ces informations plutôt que ça soit le GAFA les GAFA qui nous volent nos informations sans qu'on ait aucun argent ou aucune touchée, quoi. Donc, comme dit Kanye West, quand on me prend en photo, bah, je vais avoir de l'argent avec ça aussi. Tu vas devoir me partager les royalties. Et je pense que voilà, c'est ça la beauté de ça. Ok, Et ce que c'est du coup aussi. parfait. Bah, merci à toi, Justine. C'était Merci une Robert. interview très intéressante. Donc, je vais terminer le live et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Donc, hop.